Dans cette vidéo, nous allons faire un petit tour d'horizon sur des notions préliminaires, si vous voulez, à l'utilisation d'Angular. D'une part, le TypeScript et la notion objet, ainsi que le design pattern décorateur, qui est l'élément central, plus la notion de framework. Donc, comme vous allez pouvoir le voir, ici, on développe avec donc du TypeScript. Le TypeScript, donc une spécification typée de JavaScript. Du coup, ici, en gros, c'est du JavaScript typé ici. Alors, en quoi le typage est important? Ben, le type, qu'est-ce que ça représente? Ben, en programmation objet, ça représente finalement la structure d'un objet. Ça va représenter finalement la liste des propriétés d'un objet, d'accord, plus toutes les méthodes qui lui sont associées. Tout ça, ça fait une structure. Cette structure-là, en fait, va définir quelque part, on va pouvoir créer des objets à partir de cette structure. Et donc, finalement, le nom qu'on aura mis à cette structure, à cette classe, on sait qu'en programmation objet, on utilise la classe, en fait, pour définir la structure. Et donc, cette classe, finalement, le nom qu'on a donné va définir le type. Par exemple, un utilisateur qui va avoir first name, last name, email, password, set password, je sais pas moi, get profile, patati patata. Toutes les méthodes et les propriétés au sein finalement de cette classe user va structurer ce qu'est un utilisateur. On n'aura plus qu'à créer un nouvel utilisateur à chaque fois en lui affectant le nom, le prénom, en lui donnant un état au moment de la création de l'objet. Puis après son état va évoluer, l'objet va donc évoluer. Et finalement, tous les utilisateurs qui seront créés à partir de cette classe seront de type, finalement, je vous l'ai dit un peu avant, utilisateur, user. Du coup, ici, tous les utilisateurs, quels qu'ils soient, voilà, par exemple, on prend l'exemple des humains, tous les humains sont basés sur une structure quasiment identique, d'accord, ce qui définit finalement l'humain. Mais chaque humain, chaque instance, chaque objet humain, chaque instance en fait de l'humain, chaque humain en fait est une instance en fait de cette structure initiale. Du coup, l'idée de travailler en TypeScript, en rappelant évidemment que ce que j'exprime ici, c'est aussi plutôt à but pédagogique dans l'absolu, c'est voilà, c'est un peu mon orientation pour évidemment vous aider à vous structurer. On est d'accord qu'une fois que certains automatismes et certains concepts sont bien intégrés, en partant sur du non typé, en s'appuyant quand même sur les paradigmes de typage et une espèce de rigueur que propose le typage, si on s'appuie dessus, on aura malgré tout du code très propre et très intéressant, maintenable, ainsi de suite, même sur du non typé. Et un des écueils qu'on peut avoir en travaillant uniquement sur du non typé, c'est de structurer de manière un peu chaotique, on pourrait dire. Ça peut arriver en fait beaucoup plus facilement d'avoir une structure un petit peu plus chaotique. Donc, la notion de type va donner en fait de la structure et donc une espèce de rigueur. Et c'est en ça que je mets en évidence du coup plutôt Angular en termes d'apprentissage. Alors ici, comme on peut le voir, j'ai créé trois types différents finalement en fait de structures, de classes ici. Donc le service, le component et le module. Évidemment, ici, le nom que j'ai donné, ou qui a été donné en fait ici, app module, app component et explain service ici, c'est un nom que je vais donner finalement à mes objets ici, spécifiques et qui correspondent finalement à ma logique métier, à mon implémentation. Hein, on est d'accord que ce code-là, il va y avoir du code qui correspondra finalement à ce que l'application doit vouloir faire. Donc je m'appuie sur ces trois éléments finalement un peu centraux, même s'il y en a d'autres, le module, la structure, le component, la partie métier, plus du côté en fait de l'interface utilisateur, ici, on le voit bien, en fait le code métier sera ici, et ce sera en interaction finalement avec l'interface utilisateur ici. Et la partie service, qui quelque part va intégrer une grosse partie en fait des mécaniques, beaucoup plus d'ailleurs la logique métier en vrai dans les services, et notamment très souvent vu qu'on fait quand même de l'applicatif dit front-end, donc on va avoir notre code finalement, tout le code qu'on a implémenté en fait avec Angular sera embarqué dans le navigateur, et on est d'accord qu'un utilisateur qui va utiliser notre applicatif, il a besoin finalement d'interagir avec une persistance quelconque et potentiellement de la data qui est partagée entre plusieurs utilisateurs du système.
Et donc, quelque part, le service va, en règle générale, enfin, enfin, une de ses attributions, pardon, va permettre de pouvoir interagir avec, du coup, un back-end qui recevra les requêtes HTTP issues du service, et permettra en fait de faire une jointure finalement avec la base de données, puisque je rappelle qu'un applicatif n'est ni plus ni moins qu'une application de manière générale est en fait une structure, une implémentation qui se positionne entre un utilisateur et ses données. En gros, dans une application, on va fournir une interface utilisateur pour qu'un utilisateur puisse à travers cette application-là, interagir avec ses datas. Si on prend par exemple une boîte mail, ben, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit du desktop, du web ou peu importe, finalement, c'est quoi? C'est une interface qui va permettre à l'utilisateur de pouvoir interagir avec ses mails, créer un nouveau mail, les supprimer, les lire, et ainsi de suite. Voilà, et faire toutes les opérations qu'il veut faire, les organiser, et ainsi de suite. Donc on voit bien qu'en fait, notre applicatif a besoin de la notion de persistance, et vu que notre code développé ici avec Angular, sous la coupe quelque part d'Angular, eh ben, est embarqué dans le navigateur, puisque je rappelle que c'est transpilé. À la fin, vous avez du code JavaScript hein, qui peut être interprété, exécuté du moins, par vos navigateurs web. Et donc du coup, il va falloir interagir avec le backend. En gros, pour faire simple, ici, en JS, c'est l'équivalent du XML HTTP request qu'on va pouvoir utiliser, du moins tout le code qui s'appuie pardon, sur le XML HTTP request. Du coup, ici. Mais pas que, bien entendu, mais pas que. Mais, enfin voilà. Donc on a ces trois éléments-là. Et en fait, finalement, je vais pouvoir, ça me permet d'introduire aussi la notion, finalement, de framework. Si vous voulez, en fait, lorsque vous allez créer des objets, ici, vous allez implémenter ici une logique métier, je ne sais pas moi, getConfig, voilà, j'implémente en fait, si vous voulez, en fait, une méthode ici, et je vais mettre en fait code métier pour ce module. Donc ici, en fait, je vais implémenter en fait du code spécifique à ce module, mais c'est du code pour moi, hein, qui va correspondre finalement en fait au métier, au produit que je veux faire. Néanmoins, Angular propose de séparer, et les frameworks d'ailleurs de manière générale, proposent de séparer les différentes logiques, souvent en fait en modélisation en couches. On pense notamment lorsqu'on fait du MVC, le modèle vue contrôleur, un framework qui s'appuie sur le MVC, c'est que certains objets vont être traités comme des objets de type modèle, d'autres comme type contrôleur, d'autres, alors évidemment, à travers d'autres mécanismes, du coup comme vue, et ainsi de suite. Donc chaque objet va devoir être utilisé d'une manière particulière. D'accord? Donc ça va être du découpage, ce qui va nous permettre en fait d'avoir une structure un petit peu plus agréable, beaucoup plus maintenable du coup. Puisque si je dois interagir quelque part, ben, dans la séquence d'opérations qui va être faite, si j'ai un bug à une séquence particulière, je vais pouvoir localiser la zone, du coup la couche sur laquelle il y a le bug, et puis en fait il suffit de savoir quel est le fichier qui correspond en fait à cette couche, il suffit de se positionner dessus et c'est terminé, on peut débugger plus facilement. Et idem pour les évolutions, si on sépare bien, on va pouvoir en fait beaucoup plus facilement faire évoluer le produit. Ça nous permet, en le découpant aussi, de réduire les bases de code, notamment au niveau de nos méthodes, qui nous permettent en fait, lors des évolutions et des maintenances, d'éviter en fait d'avoir des méthodes immenses qui vont faire galérer justement enfin retoucher du code dans lequel je sais pas, il y a 200, 300 lignes au sein de la méthode, du coup ça devient un petit peu plus compliqué. Il vaut mieux intervenir sur une méthode qui a une vingtaine de lignes de code, c'est beaucoup plus simple. Donc en fait l'idée c'est vraiment d'éclater, et donc on se rend compte qu'en éclatant notre code en fait à certains endroits va être utilisé dans un environnement entre guillemets particulier, il ne va pas être géré de la même façon. Et donc ça, les frameworks en fait proposent de manière générale en fait cette structuration. Et bien entendu, il faut s'appuyer sur cette structuration en fait pour travailler. Et du coup, comme on l'a vu en fait de base, le type d'objet en fait qui va être instancié est important puisqu'en fait il définit ce qu'il est en réalité. Et du coup, comment l'environnement ou comment les autres objets vont interagir avec lui. Ici, dans mon code métier, AppModule sera géré au sein de mes implémentations comme un AppModule. J'ai mis le nom, j'ai défini ce que c'était, dans la documentation, j'ai dit AppModule, ça fait ça, 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 ça et ça. Automatiquement, en fait, quelqu'un qui va utiliser cet objet-là, il sait par le biais de la documentation comment il doit utiliser cet objet-là.
Bon, ici, getConfig n'a pas trop de sens, mais c'est pas très grave. Ce qui va être important, en fait, c'est d'indiquer finalement à Angular comment il doit traiter certains de nos objets. Alors, comme on l'a dit, Angular manipule des modules, des components, des services, des classes, des interfaces, ainsi de suite. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer nos objets et du coup, en fait, les typer pour Angular. En gros, on va dire ça. On va leur donner en fait un type, on va leur donner en fait une définition, on va les décorer. On va les décorer en fait avec le type qui va permettre à Angular de savoir comment il doit traiter cet élément-là. Et donc, on va utiliser pour ça en fait les annotations. Cette annotation en fait, c'est donc un décorateur. Alors évidemment, ici, c'est dans les modules, les components, les services, tout ça, c'est généré, si vous voulez, automatiquement. Dès que vous créez un module, il va automatiquement générer le décorateur associé. Et ce décorateur, c'est ni plus ni moins en fait qu'une configuration qu'on va mettre en place pour qu'on va donner finalement à Angular pour qu'il puisse manipuler correctement notre objet module de son point de vue à lui, bien entendu. Hein. La notion de type, je vous renvoie à la PO, notamment à la notion aux interfaces et au typage. On est d'accord que le type représente quelque part l'objet. Par le biais des interfaces, de l'héritage ou alors de la décoration et des annotations, on va pouvoir en fait changer le type selon qui va le manipuler. Ici, on comprend bien que Angular, quand il va manipuler en fait cet objet-là, il n'a pas besoin de le manipuler du point de vue de AppModule, de cette partie de code. Lui, ça ne l'intéresse pas. Du coup, d'ailleurs, il ne le connaît pas, hein, puisque c'est nous qui l'implémentons pour le métier. Par contre, Angular, lui, ce qu'il va faire, il a besoin de voir notre objet du point de vue d'un ngModule, comme un ngModule, comme un type ngModule, comme un objet ngModule. Pour ça, on va l'annoter ngModule, qui va nous permettre de changer son type pour Angular. Donc Angular va checker quand on va passer notre app module, on va le voir quand on va importer notre module dans un autre module. Angular va regarder l'annotation, il va regarder ce pattern, il va regarder ce type-là, cette partie de l'objet qui intéresse Angular, et il va lire en fait la description ici, ce qui va lui permettre à lui de pouvoir manipuler notre module. Alors pour lui, c'est juste instancier, gestion de mémoire, ainsi de suite. Il va pouvoir utiliser en fait cet objet comme lui doit pouvoir l'utiliser, c'est-à-dire du point de vue en fait d'un ngModule. Donc ici, à la différence, par exemple, des interfaces on peut typer sur une interface, on est d'accord qu'une interface propose une liste de signatures de méthodes qui doivent être implémentées par une classe. Ok. Donc une interface, vous allez faire classe AppModule implements, par exemple, serializable. Serializable propose en fait deux méthodes, serialize and serialize, par exemple, ou deserialize. Ces deux méthodes, en fait, ici, il va falloir qu'elle soit implémentée dans la classe, par exemple ici AppModule. Vous allez coder le code ici, et du coup, quand vous allez envoyer votre objet dans un framework, ou du moins dans un autre objet qui manipule finalement un objet de type serialisable, lui, il a besoin en fait de votre objet que de la partie serialisable. Puisqu'il va appeler que les deux méthodes, en fait. Donc, si vous l'envoyez dans un objet pour qu'il sérialise, eh bien, il appellera la méthode serialize. Et si vous l'envoyez à un objet pour qu'il fasse une désérialisation et retourner finalement, je ne sais pas, autre chose, automatiquement, en fait, il va appeler ces méthodes-là. Et du coup, ici, on peut voir, en fait, par le biais de l'interface, qu'on va pouvoir doter notre objet, en fait, de méthodes qui vont permettre, en fait, à d'autres objets de le manipuler du point de vue de l'interface. Donc par exemple ici, si ça implement serialisable, il faut un objet qui puisse prendre un objet de type serialisable et qu'il appelle ces méthodes-là, bien entendu. Et évidemment, s'il y a cette interface-là, c'est bien qu'il y a un objet en fait qui manipule ce type-là. Peu importe l'implémentation, il y a juste qu'à appeler ces méthodes-là, c'est l'idée. Donc pour les interfaces, en fait, vous avez une espèce d'héritage par méthode, on pourrait dire. Hein. Vous allez devoir implémenter finalement les méthodes de l'interface et donc proposer une, euh, comment ça s'appelle, un des types disponibles en fait de votre objet. Et ici en fait, par le biais du pattern décorateur, vous allez plutôt passer en fait des déclarations en fait du paramétrage. Donc vous allez paramétrer votre objet pour qu'il soit utilisé en s'appuyant sur ces paramètres-là.
Et c'est en ça en fait que le typage est très important. Donc ça permet de faire la jointure, si vous voulez, avec la programmation objet, une espèce de structure rigueur, même si effectivement c'est très rigoureux et peut-être très embêtant en fait pour quelqu'un très très verbeux finalement et très contraignant. Mais au final, on voit que ça prend tout son sens ici, lorsqu'on voit en fait, à partir de la partie programmation objet, et qu'on comprend le comportement en fait euh, de l'objet et la notion de polymorphisme, on l'observe et on la touche du doigt finalement à travers cet exemple-là. Idem pour le component. Le component, finalement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme vous pouvez le voir dans le module, on peut déclarer les components. Quand Angular va importer le module, quand il va instancier l'objet app-module et qu'il va en fait le paramétrer, il va aller vérifier ici, puis il va tomber sur le app component. Qu'est-ce qu'il va faire? Vu que c'est une déclaration et qu'il s'attend à avoir des components, du coup ici, vous regarderez dans la documentation en fait ce qu'on a ici. Donc il y a des pipes, des directives, des components. Donc quand il va regarder ça, il va aller vérifier en fait dans le fichier app component, il va prendre la classe et il va regarder comment il s'appelle, le décorateur associé. Si c'est un component, il va pouvoir s'appuyer sur cette définition-là en fait pour instancier le component. Idem concernant ici, comme on peut le voir, le app component en fait pour qu'il puisse être chargé. Angular, quand il va tomber dessus, quand le framework va tomber sur AppRoot, qu'est-ce qu'il va faire? Il avait déjà chargé évidemment en mémoire grâce à la déclaration ici, il a déjà chargé un objet AppComponent. Il va aller regarder dans sa mémoire la liste des components. Il va tomber, puisqu'il a la définition ici du component, il va voir que, ah ben tiens, le sélecteur ici, ça correspond au sélecteur sur lequel je suis tombé. Et grâce à template URL, il va prendre le code qu'il y a ici, poum, il va l'insérer à la place du AppRoot et c'est terminé, ça marche comme ça. Pour que lui puisse faire ça, il va falloir en fait qu'on lui donne finalement toutes les définitions, toutes les descriptions en fait associées. Concernant ici les services, on va le voir, c'est une mécanique particulière. Pareil, quand vous allez utiliser, quand vous allez typer quelque part quelque chose, on va le voir à l'injection de dépendance ici, quand vous allez injecter le service dans une classe, qu'est-ce que va faire Angular? Ben, il va tomber sur le type, poum, il va aller checker, finalement, il va aller checker dans le, il va aller chercher finalement la classe qui correspond à ce type-là. Il va aller vérifier la notation ici qui correspond. Il va voir c'est injectable, pas de souci, je peux l'injecter comme il a été défini hein, ici, et il va l'injecter en s'appuyant, il va le paramétrer en s'appuyant en fait sur la description que vous avez ici. Alors finalement, pour conclure cette vidéo autour finalement de la notion de décorateur, de paramétrage, de typage et finalement de framework en termes de fonctionnement, ici vous allez avoir plusieurs cas de figure. L'objectif étant ici de pouvoir indiquer à votre framework comment vous voulez qu'il se comporte vis-à-vis de vos objets, d'accord, qu'il exécute finalement sa mécanique interne, sa petite tambouille. Pour ça, vous allez utiliser les décorateurs, c'est-à-dire les annotations, si vous voulez, au sein de vos classes, pour indiquer finalement, quand Angular va instancier vos objets, pour indiquer ce qu'il doit faire, lui de son point de vue. Il y a vraiment une notion de point de vue. Le type, en fait, finalement, c'est qu'une question de point de vue. On regarde un objet. Et cet objet-là, en fait, selon le point de vue, eh ben, on va pouvoir voir son type le type particulier et on va pouvoir interagir avec lui. Si par exemple un vélo, je prends un exemple d'un vélo, si un vélo je veux le pousser, eh ben, je vais me mettre à côté, je vais pousser le vélo, je vais l'utiliser de cette manière-là, donc je vais avoir en fait toutes les méthodes qui vont me permettre de le pousser. Si je veux y monter dessus en fait pour pédaler, ben, je vais utiliser le vélo dans son type particulier par exemple. Enfin, on va avoir plein de manières à utiliser nos objets. Tout dépend en fait finalement les objectifs que l'on s'est donnés.